avec un nouvel épisode de la série douleurs abdominales aiguës. Et la première catégorie qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est les douleurs abdominales aiguës diffuses avec un examen abdominal anormal. Ça veut dire qu'il y a des signes cliniques à l'examen, ou avec un état de choc. Donc, je vais commencer donc par Mohamed qui va nous parler du premier diagnostic qui est la grossesse extra-utérine. Comment mener une démarche pour trouver le diagnostic et comment traiter. Donc, la grossesse extra-utérine, déjà par définition, c'est une grossesse en dehors de la cavité utérine. Donc, à l'interrogatoire, donc déjà le signe fonctionnel, c'est la douleur pelvienne qui est latéralisée. Donc, on cherche comme signe associé, c'est la métrorragie qui est noirâtre, il est faible et noirâtre. Donc, le terrain à risque de développer une grossesse extra-utérine, ce sont les antécédents infectieux pelviens, les antécédents chirurgicaux pelviens, donc le tabagisme, prise de progestatifs parce que les progestatifs vont diminuer le péristaltisme, donc également la dispositif intra-utérin. Il ne faut pas oublier la notion de retard des règles. Donc à l'examen clinique, généralement il est pauvre. Donc au toucher vaginal, il est douloureux. Donc à l'examen au spéculum, c'est pour confirmer l'origine endo-utérine du signement. Et au toucher rectal, on cherche le cri de Douglas parce qu'on sait très bien que la complication la plus fréquente, c'est la rupture en intrapéritonéal. Donc il faut chercher la motilité abdominale. Donc qui sont les signes d'hémopéritoine. Donc j'arrive aux examens paracliniques. Donc 2 examens à demander, bêta-ACG et échographie pelvienne. L'échographie pelvienne va montrer une masse latéro-utérine avec un utérus qui est vide. Et bien sûr, on profite pour chercher un épanchement au niveau des angles classiques d'épanchement qui sont le cul-de-sac de Douglas, les gouttières pariétocoliques droite et gauche de Morisson et l'espace interhépatorénal et interhépato-diaphragmatique. Donc, concernant le traitement, il est chirurgical. Donc, il est chirurgical, soit on fait une salpingotomie, donc c'est un traitement conservateur, une salpingotomie, ou bien un traitement radical qui est la salpingectomie. Donc, moralité des choses, une femme jeune, en âge de procréer, qui vient aux urgences pour une douleur pelvienne latéralisée, avec une métrorragie noirâtre et faible, et notion de retard des règles. Donc, s'il vous plaît, faites bêta-ACG et échographie, matricelle. D'accord. Donc, je passe à Moulin qui va nous parler du deuxième diagnostic urgent et mortel qui est la pancréatite. Donc, la pancréatite aiguë, c'est un diagnostic aveugle devant toute douleur abdominale. Cette douleur abdominale, c'est une douleur intense, brutale qui bloque l'activité physique. C'est ce qu'on appelle la crise solaire. Puis, les examens biologiques à demander, il y a bien sûr 2 enzymes, la lipasémie et l'amylasémie. La plus spécifique, c'est la lipasémie, une valeur supérieure à 3 fois la normale fait le diagnostic de pancréatite. Bien sûr, il y a d'autres examens biologiques à demander, mais qui ont un intérêt pronostic dans le score de Ranson. Pour ce qui est de l'imagerie, l'échographie peut montrer un pancréas hypertrophié, hypoéchogène en cas d'inflammation et d'œdème. Elle peut montrer le calcul qui est la cause de cette pancréatite. La TDM, il a surtout un intérêt pronostic en établissant le score de Balthazar. Elle a une rentabilité meilleure lorsqu'elle est demandée après 48 heures après le début de la douleur. La TDM va montrer surtout l'inflammation du pancréas et l'inflammation péripancréatique et va nous renseigner sur le pourcentage de la nécrose du pancréas. Donc les complications, ce sont les complications qui font toute la gravité de la pancréatite. Il y a la détresse respiratoire par œdème lésionnel, la complication aussi hématologique, à savoir la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, qui doit être recherchée par un bilan d'hémostase et une NFS. Il y a d'autres complications, par exemple l'insuffisance rénale, l'état de choc qui n'est qu'une évolution du syndrome de réponse inflammatoire systémique. Bien sûr, il faut demander ici la CRP qui est un marqueur d'inflammation. Donc,
les étiologies sont, je ne vais pas détailler toutes les étiologies. Il y a deux étiologies qu'il ne faut pas oublier. L'étiologie lithiasique par migration d'un calcul et l'étiologie alcoolique. Donc, il y a d'autres étiologies, bien sûr, les pancréatites infectieuses, surtout virales. Pour les traitements, il y a un traitement médical et un traitement chirurgical. Le traitement médical, ça revient aux mesures de réanimation. Ça veut dire le traitement de l'état de choc, le traitement antibiotique pour si on a une infection des colits de nécrose. Le traitement, il faut lutter contre l'inhalation des pneumopathie d'inhalation parce qu'on a des vomissements. Bien sûr, équilibration des troubles hydroélectrolytiques. Et l'alimentation orale, elle est contre-indiquée. Il faut prolonger l'alimentation parenterale. Pour le traitement chirurgical, pour le traitement spécifique non chirurgical, c'est traitement endoscopique. On distingue le sphinctérotomie endoscopique et le drainage endoscopique des collections et des abcès. Et les pseudokystes peuvent être enlevés par voie endoscopique. Pour le traitement chirurgical, c'est le même principe. C'est le drainage des collections, enlever les kystes, les pseudokystes et le lavage péritonien. Donc, surtout en cas de lésion d'une artère de gros calibre, l'indication de la chirurgie peut être urgente pour l'hémostase. Donc, modalité des choses, un patient avec une douleur abdominale qui vient donc plier sur deux. Oui, en position chien de fusil. Avec une crise solaire donc caractéristique, il faut demander la lymphasémie et il faut demander la TDM après 72 heures. Après 72 heures, c'est un patient qui doit être hospitalisé en réanimation. D'accord. Donc, troisième diagnostic mortel, c'est l'infarctus mésentérique. Quand est-ce qu'il faut y penser? Donc, il faut y penser lorsqu'on a un terrain prédisposant. C'est quoi un terrain prédisposant? Lorsqu'on a un sujet qui souffre d'une cardiopathie embolinogène, par exemple une arythmie atriale, donc soit une arythmie atriale complète, soit les valvulopathie. Lorsqu'on a aussi donc, un patient qui souffre d'une pathologie athéromateuse, qui est diabétique, qui est hypertendu, donc il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. On y pense également lorsque on a une douleur donc, caractéristique avec les signes de sepsis ou les signes de choc, parce qu'on sait que l'hypodébie peut donner également l'infarctus mésentérique. Donc, le patient se présente avec une douleur typiquement périombilicale, avec un ténèse ou des selles qui sont impérieuses. Après, donc, à l'examen clinique, on trouve un hyperpéristaltisme, donc ça, pendant les premières heures. Puis après, donc, la douleur devient lancinante et on aura l'apparition de signes pariétaux et de signes généraux qui traduisent les complications de l'infarctus mésentérique. Quelles sont ces complications? Bien sûr, les complications les plus redoutables, c'est la péritonite et c'est le sepsis. Donc, on a suspecté le diagnostic de l'infarctus mésentérique. Qu'est-ce qu'on demande? Pour confirmer, il faut se rappeler d'un seul examen clé qui est la TD1, qui est l'angio-TD1. On peut également donc demander d'autres examens pour apprécier la gravité, surtout donc l'augmentation de taux de lactate et l'acidose métabolique. On peut également demander l'ASP à défaut ou l'échographie abdominale. Pour le traitement dépend essentiellement du mécanisme physiopathologique. Si on a une embolie, donc dans tous les cas déjà, on doit instaurer un traitement médicamenteux qui est la réhydratation, même si le patient paraît stable. C'est l'oxygénation à 4 litres, même si le patient est non dyspnéique. Et puis s'il est dyspnéique, donc on l'adapte au degré de la dyspnée. On doit également donc, donner des parrains non fractionnés, même si on a une hémorragie digestive, donc des parrains non fractionnés, et puis on peut y adjoindre donc l'aspirine 100 mg en IV si on prévoit un traitement, si on prévoit donc une revascularisation. Et comme j'ai dit, il y a donc deux voies de traitement. Si le patient présente des complications, s'il présente des signes pariétaux qui traduisent la perforation, la nécrose ou la péritonite,
Là, donc c'est la voie chirurgicale. Le patient doit être adressé à la chirurgie pour résection intestinale et pour revascularisation chirurgicale. La revascularisation chirurgicale, c'est bien sûr la désobstruction, la réimplantation et l'endartérectomie, ou le pondage. Si le patient est par contre stable, c'est la voie plutôt radiologique, donc on préfère faire une thrombolyse in situ, une angioplastie, plus ou moins donc une thromboaspiration. Donc en général, donc c'est ça. Donc on passe au quatrième diagnostic mortel avec C1, c'est l'occlusion intestinale.